Nous sommes à Abidjan dans le cadre des 60e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement et l'invité que je vais recevoir est intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est un avocat, ensuite c'est un homme politique et il a plusieurs casquettes. Il connaît bien les questions de développement, d'abord parce qu'il est homme politique, ensuite parce qu'il est avocat et qu'il connaît très bien à la fois la Banque africaine de développement et l'Union africaine dans lesquelles il travaille. Il a travaillé, il continue de travailler. Bonjour, Maître Akerimuna. Oui, bonjour, bonjour. Quel poste est-ce que je devrais, sous quelle casquette je devrais vous présenter aujourd'hui? Bon, ben, écoute, je suis ici à Abidjan dans le cadre de African Legal Support Facility ou bien soutien juridique, facilité de soutien juridique euh, pour l'Afrique. Donc, peut-être c'est cette casquette qu'il faudrait. Mais, vu le sujet, je dois aussi rappeler que je suis membre de ce qu'on appelle maintenant, n'est-ce pas, la commission Thabo Mbeki, mise en place par l'Union africaine, qui travaille sur les flux financiers partant de l'Afrique. Donc ben, voilà. Je vous ai sollicité pour une raison simple. Quand on parle des questions de développement dans le continent africain, on parle souvent aussi de la malédiction des matières premières et notamment du pétrole et de toutes les autres matières extractives. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'avoir du pétrole, avoir du diamant, avoir de l'or, c'est une malédiction, pour l'Afrique notamment? Pas du tout, c'est une bénédiction. Mais hélas, c'est transformé en malédiction par la politique de gouvernance, pour ne pas dire par la nature un peu téméraire de ceux qui gèrent, qui pensent pas trop à leur pays. Donc, et la malédiction vient de la gestion, mais pas du fait que notre continent est béni de tous ces minéraux. Avant la conférence avant ces assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, l'Union africaine a tenu une conférence à Lomé, c'était il y a quelques jours, pour parler de la question de l'endettement africain. Et au cœur de cette question, il y a le fait que certains pays africains ont hypothéqué leurs matières premières pour emprunter de l'argent et qu'ils ne sont généralement plus capables de rembourser ni l'argent, ni les intérêts liés à cet argent. Comment, selon vous, on sort de ce cercle vicieux de l'endettement des pays africains? Moi, je pense qu'il faudrait, peut-être c'est mon côté d'activiste contre la corruption. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on regarde chaque prêt et regarder pourquoi ça a foiré. Et s'il s'avère que dans cette histoire-là, ben, des gens ont pris de l'argent, ben soit, il faudrait qu'on voit, et je suis impliqué dans un procès aujourd'hui avec des sociétés, euh, avec des acteurs de la société civile et quelques firmes d'avocats à l'Occident qui avons, n'est-ce pas, porté plainte contre Bolloré. Euh, et le dossier est déjà déposé au parquet financier de Paris. Et ce qu'on dit, c'est simple. Bolloré lui-même, dans le cadre de ses procès, avoue qu'il l'a corrompu. Je pense qu'il y avait le Bénin, le Togo d'ailleurs, et peut-être la Guinée, bon, quelques autres pays comme ça, je crois quatre. Même d'ailleurs la Côte d'Ivoire, je pense, qu'il a soudoyé pour obtenir ses concessions. Qu'il a maintenant revendu, n'est-ce pas, suite à cet scandale de corruption, mais à un bénéfice extraordinaire. Et la question est la suivante. Est-ce qu'on devrait laisser une société qui a fait des gains à base d'un contrat pareil en profiter? Et on attend ce que les jugements français ont dit. Mais en ce qui concerne les kleptocrates africains, on sait très bien, les biens mal acquis, c'est vite saisi et puis bouclé, mais il y a deux faces de cette Oui, il faut question. être deux pour qu'il y ait Justement, corruption. mais Il justement, faut le donc, corrupteur et le justement, corrompu. alors si on vise les bénéfices du corrompu, ben, il faut aussi viser le bénéfice du corrupteur. Donc je pense que c'est un peu cela. Donc il y a le fait, d'ailleurs même la naissance des comptes vautours, c'est ça, c'est ça, c'est ce problème qui se pose sur la façon dont ces mines ont été gérées. Moi, je pense que dans le cadre d'un prêt, qui savait clairement, et on voit clairement les bases sur lesquelles ces prêts ont été, n'est-ce pas, contractés, il y a de revoir. Je suis drastique sur ce côté-là. Je pense qu'il faudrait que, dans certains cas, on refuse carrément de payer. Même pas de demander, n'est-ce pas, je pense pas qu'il y ait, je suis avocat,
Je ne vois pas pourquoi les obligations contractuelles doivent subsister quand carrément il y a fraude et le fait que quelqu'un domine l'autre dans la transaction. Dans le cas des contrats lyonnais, on dit en français, je pense. Mais comment se fait-il que il est plus facile aujourd'hui d'arrêter les personnes qui ont été corrompues, de saisir leurs biens, éventuellement de les vendre, que d'arrêter les corrupteurs qui bénéficient autant, sinon plus, que les corrompus de l'action? Aussi simple que ça, c'est le loi de la jungle. C'est lui qui est plus fort. Mais regarde maintenant ce qui se passe avec le Federal Corrupt Practices Act, FCPA, que le gouvernement américain va suspendre sous prétexte que les autres pays peuvent faire des deals et eux, ils ne peuvent pas parce que leurs sociétés sont bloquées à cause de cette loi-là qui fait interdiction de corrompre en Afrique. Pas en Afrique, de corrompre tout court. Donc, si les États-Unis, ils ont déjà suspendu l'application de cela, mais nous y voilà, on va voir de plus en plus cela. C'est la loi du plus fort, aussi simple que cela. Y a-t-il moyen aujourd'hui de revenir sur les contrats qui sont considérés comme léonins concernant l'exploitation des matières premières? Parce que dans les années 70, par exemple, on avait beaucoup parlé des éléphants blancs, de Ouais, tous ces projets pour ouais, lesquels on ouais, avait ouais, emprunté de l'argent sur le marché financier et qui n'étaient jamais sortis de terre. ouais, Puis il y a eu les programmes d'ajustement structurel. On ouais, s'est dit qu'on allait remettre les compteurs à zéro, mais il y a ouais, eu un surendettement après cela aussi. ouais. Comment on fait pour en sortir? Mais je pense que pour une gouvernance, il faudrait que nos gouvernements soient redevables. Et c'est ça, Mais à la base de tout. si j'ai bien compris votre raisonnement, au-delà des gouvernements, il y a aussi les entreprises, les multinationales qui sont impliquées dans cette Oui, industrie-là. parce qu'ils prêtent, parce que non, c'est plus facile pour moi de parler comment on peut se contrôler que de parler comment on peut contrôler les autres. Parce que si on ne dépendait rien que de la FCPA des États-Unis pour contrôler les corrupteurs, ben nous voilà, on ne peut plus rien faire. Mais il faudrait que nous avons dans nos pays un système serré qui regarde la gouvernance. Quand on va signer un contrat, c'est pas le ministre et son particulier qui vont à l'étranger, tandis que de l'autre côté, on trouve une société avec une batterie d'avocats. Bon, et ça a été fait plusieurs fois. Est-ce qu'ils le font sciemment? Je n'en sais rien. Le problème est que le résultat est toujours très mauvais. Mais il y a des contrats qui ont, parlons du cas de Guinée, ils ont pu, avec l'aide de la facilité juridique africaine dont je parle, dont je suis ambassadeur de bonne volonté, on voit ce que ça donne. Ils ont pu. Il y a des. Oui, justement, voilà. Et aussi, je crois qu'on a eu le cas aussi du Nigeria, où en Angleterre, il y a eu une décision de justice qui a dit que qu'on ne pouvait pas être appliqué parce que c'était clair la base sur laquelle a été contractée. Donc, ça commence à venir dans la tête. Mais je pense que le problème, c'est nous. C'est nous. Il faudrait que nous apprenions que euh, nous ne pouvons pas continuer à sacrifier les générations futures à cause de notre témérité, notre avarice. C'est aussi simple que ça. Et c'est, et je pense que dans tous les pays africains, c'est ça. Baseline. C'est quoi? C'est la gouvernance et la corruption. Surtout dans un secteur minier dont on parle, qui est complètement contrôlé par l'Occident. Où qu'on soit, il faudrait qu'on soit outillé pour pouvoir négocier avec eux. La Banque africaine de développement a mis en place cette facilité africaine d'accompagnement juridique. Elle n'est pas très connue. Vous avez parlé des résultats qu'elle a produits notamment en Guinée dans la négociation avec les partenaires techniques en matière d'extraction de minerais. Pourquoi n'est-elle pas très connue des autres pays ou n'est-elle pas populaire auprès des gouvernements africains? Mais écoute, il y a deux façons de faire. Je pense que dans la période où euh, la facilité se construisait, il y avait un travail C'était à interne quel à faire. moment? Je crois qu'il a été créé en 2000, en tout cas vers les 2010 comme ça, parce ils ont 14 ans d'existence. D'abord, tu vois, 2010, 2011. Donc, mais ils ont déboursé déjà presque 400 millions de dollars. Et ils sont intervenus dans presque tous les pays de l'Afrique. Donc, ils font un travail vraiment sérieux. Et je pense que c'est d'ailleurs pourquoi,
je dois dire qu'il y a beaucoup, ils sont maintenant vraiment sollicités pour le renforcement des capacités, ainsi que pour, n'est-ce pas, l'accompagnement dans les contrats et aussi dans, dans, euh, dans la formation même de ceux qui vont y aller. Ils se font accompagner par par des firmes d'avocats qui viennent accompagner dans les pays africains et qui ont leur mot à dire dans le choix. Bon, l'autre côté, c'est ce que certains pays le font sciemment. Parce qu'ils savent que, bon, s'il y a un avocat, s'il y a des documents, s'il y a une facilité comme celle-là qui gère tout le processus contractuel, bien sûr, n'est-ce pas, l'espace qui leur permet de faire ce qu'ils font va être quand même pas réduit, sinon fermé. Donc, je pense qu'il faut regarder dans les deux côtés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une différence entre l'intervention de la facilité africaine d'accompagnement juridique et quelle est la différence d'ailleurs d'intervention entre cette facilité et le fait d'aller chercher un cabinet d'avocats pour négocier un contrat sur le plan international? Bon, ben, écoute, le problème est que la facilité négocier les conditions, dans certains cas, va contribuer à payer, n'est-ce pas, ces avocats-là, va les embaucher carrément, dans l'idée que on est en train d'amener l'idée qu'il faudrait qu'il y ait un paiement par la suite. Euh, je crois dans le cas de la Guinée, il y a eu, je crois, peut-être 500 000 dollars payés ou quelque chose comme ça. Donc, il y a ça. Donc, quand vous partez à la facilité juridique, vous êtes sûr que les conditions de paiement, la supervision du travail est vraiment très bien et que la capacité, même de ceux qui viennent travailler pour vous, c'est correct parce que j'ai vu des cas où on a pris des grandes firmes et puis on vous balance des associés qui ne connaissent même pas, qui sont très facilement euh, tropicalisés, si vous voulez, même si, et qui peuvent aussi, n'est-ce pas, entrer dans cette danse. Donc je pense que comme interface, la facilité, c'est la meilleure solution. À compétence égale, qu'est-ce qui est préférable? Ça coûte moins cher ou ça coûte plus cher de solliciter la facilité africaine? Devenant moins cher que vous devrez À payer. hauteur de combien à peu près? Mais parce que la Quatre facilité fois moins? elle-même, elle ne fait pas le travail. Oui, Elle supervise le oui, processus, oui. met les experts et recrute une société d'avocats ou un avocat Mhm. et accompagne les négociations entre l'avocat et le pays. Et s'assure que les intérêts du pays sont bien Ils sont bien défendus. protégés, voilà. D'accord. Ouais. Donc, il vaut mieux aujourd'hui pour chaque pays africain, quand il va négocier un contrat, Partez avec la facilité, c'est vrai. Si vous avez suivi euh, le président Adesina hier, quand il parlait à- au forum, n'est-ce pas, des membres de cette facilité, il a dit 3 ou 4 fois qu'il a vu des pays, ils ont indiqué, partez à la facilité. Et c'est là son premier conseil, il me dit, viens, partez à la facilité. Parce que c'est ce que ça fait maintenant. C'est ce que ça fait maintenant. Et vous savez que dans nos pays, c'est très facile pour un ministère de Mines, ou ministère de Finances, ou tout au ministère, d'aller lui-même, dès qu'il a, n'est-ce pas, le mandat, d'aller lui-même négocier. Il y a pas une concertation, il n'y a pas un bureau central qui négocie le contrat, c'est chacun qui prend son avocat pour y aller. Donc je pense qu'avec cette facilité-là, ça rend la chose très, très difficile. claire Oui. et très transparente. D'accord. Comment se fait-il qu'on a eu, et est-ce que c'est possible de retomber dans ce genre d'écueil, qu'on ait eu des pays comme le Congo qui sont arrivés à masquer leurs dettes par rapport aux recettes pétrolières, ou des pays comme le Sénégal récemment encore, Ouais. qui ont été pris par rapport à la même situation où il y a une partie de la dette qui était masquée dans les comptes. Comment est-ce qu'on arrive à cela et comment est-ce qu'on évite que les pays tombent dans ce type d'écueil? Bon, ben, écoute, moi, je pense que je vais être peut-être un peu cru. C'est l'histoire du voleur qui cache ton butin. Aussi simple que ça. Parce que, vous vous demanderez, quel intérêt avez-vous? Certes, pour qu'on ne voit pas votre niveau d'endettement, pour que, qui vous ouvre, n'est-ce pas, à avoir notre crédit. Si vous avez un seuil fixé par des institutions de Bretton Woods, il faudra qu'ils sachent que vous avez déjà au-delà de seuil. Si votre dette augmente, n'est-ce pas, votre notation va aussi être affectée. Donc, il y a tous ces variants qui sont là-dedans. Donc,
Mais je pense que si on gère bien son pays, il faudrait qu'il y ait une transparence qui permette de faire une évaluation. Le Cameroun, par exemple, a été sur le marché, je crois, à Londres, a pris un prêt, je crois, presque à 10 ou 11%, qui est un des plus élevés qui a été pris. Pourquoi? Parce que euh, le risque politique, à cause du risque politique. Donc, on aura toujours ces cas. On aura toujours ces cas dans nos enquêtes que j'ai faites dans la vente du pétrole. J'ai vu clairement qu'on ne voyait pas. Mais écoute, la société Glencore qui a été condamnée et en Angleterre et aux États-Unis, n'est-ce pas, a vendu. J'ai vu une vente qui a été faite avec 30% de décote. Quand même, il y a une autre société qui a vendu à 70% de décote. On va expliquer après. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des choses comme ça inexplicables. Au Cameroun encore, c'est le pays que je connais le plus, euh, raffinerie incendiée en 2019, nous voilà 6 ans après, rien n'est fait. Vous connaissez l'impact de ça sur, n'est-ce pas, les réserves euh, en devises et tout ça, mais il y a un bénéfice à faire, un important et un vendant, donc je pense que ça arrange certains, mais le pays prend en prix. Vous avez levé des lièvres concernant les sociétés pétrolières notamment, qui normalement ont déjà été condamnées à l'étranger, mais dans le cas des pays africains où ils ont pratiqué ce qu'ils ont fait, il ne s'est rien passé. Pour la simple raison que leurs complices sont les personnes qui sont appelées à déclencher le processus. Je prends encore le Cameroun, puisque Glencore déclare aux tribunaux qu'il a soudoyé des hauts membres de hauts fonctionnaires camerounais. C'est ce qu'il dit au tribunal. Consigné, il l'avoue. Et il dit les hauts fonctionnaires de Sonara et de SNH. Société nationale de raffinerie et Et Société nationale des hydrocarbures. justement, des sociétés étatiques. Donc, on est repensé qu'il y aurait une audit, une enquête. Non, rien ne s'est passé. Ils ont commencé par nier. Quand j'ai sorti les preuves, ils ont donc déposé plainte. SNH, Société d'État, dépose plainte. Plus d'un an et rien ne se passe quand même. Pas rigoler. Ils déposent plainte contre X. Ils regardent les ventes. Qui a vendu? Ils vont voir dans 3 jours que c'est telle ou telle personne qui est responsable. Donc je pense que tant que, et parfois en Afrique, hein, on voit des problèmes de corruption qui éclatent seulement quand il y a un changement de régime. RDC, Glencore va se trouver dans des problèmes parce qu'il y a eu un changement. Quand le président Tshisekedi vient en 2019, c'est là qu'on parle de Glencore et eux, ils ont tiré 187 millions de dollars payés par Glencore, mais je pense qu'ils auraient pu avoir plus et en plus, ils ont renoncé à toutes les poursuites, même contre les Congolais. Ouais, tu vois, mais le ministre de Finances du Cameroun a quand même essayé du côté fiscal et, de négocier. Il négocie encore avec Glencore. Je pense que lui, c'est la seule personne qui a pris l'initiative. Mais quand on voit que Glencore dit qu'il a pris de l'argent en espèces dans des jets privés pour venir corrompre des gens au Cameroun, quand Glencore avoue qu'il avait ouvert un comptoir de paiement en Genève, qu'il a fait en 2016 pour payer le bakchich, quand on voit que Glencore lui-même avoue au tribunal que, en ce qui concerne les dépenses, ils ont augmenté les dépenses et le différentiel entre le coût réel et le coût, n'est-ce pas, majoré, partait pour corrompre des gens. Bah, écoute, ça fait fraude fiscale, fraude douanière, et puis blanchiment d'argent. Donc, quand j'ai dit au ministre, les trois là, c'est de votre ressort, il a donc déclenché de façon, je pense, assez musclée une enquête. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais le problème est de savoir s'ils vont vouloir que le Cameroun fasse comme la RDC, renoncer à toute poursuite. Comment est-ce qu'on fait dans un contexte de lutte contre le terrorisme où les flux financiers sont quand même relativement plutôt bien contrôlés? Comment on fait pour laisser passer autant d'argent à travers les mailles du filet? Eh bien, justement, et je dois dire que c'est même la lutte contre le terrorisme qui a amené les gens à ouvrir les yeux, parce que bon, les Occidentaux, c'était pas leur problème. Mais quand le terrorisme est arrivé avec, et ce financement du terrorisme, ça les a dit, éveillés, ils commencent à être très regardants là-dessus.
Mais euh, est-ce qu'on va y arriver? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Euh, Parce que l'imagination euh, de l'homme évolue, n'est-ce pas, avec le progrès. Quand vous voyez maintenant ce qu'on peut faire avec AI ou IA, L'intelligence artificielle. justement, mais Oui. vous voyez maintenant avec le Bitcoin ce que ça fait en ce qui concerne les transactions financières, je pense que Mais au moins, il y a traçabilité avec les bitcoins. oui, la traçabilité, mais ça va très vite, hein. Ça va très vite, c'est une affaire de secondes. Donc, personne ne va vous, vous bloquer d'entrée de jeu. Donc, ça va tellement vite, plus vite que les contrôleurs. Donc, je pense que c'est un problème. Et l'Afrique a intérêt, je pense, à s'armer dans tous ces secteurs-là. Quand on faisait l'évaluation des mines avec mon président, le président Thabo Mbeki, on a vu qu'il y avait des pays où c'est les sociétés minières qui déclaraient. C'était déclaratif, leur bilan. Déclaraient ce qu'ils ont pris. Oui. Il n'y avait On aucun a contrôle. rien au contrôle parce que c'est eux-mêmes les contrôleurs. Ils vont te prendre, je sais pas, on sait que chaque fois qu'on extrait de l'or, on peut s'extraire de l'argent, c'est ça. Donc, les proportions, là, c'est eux qui déterminent. Et c'était extraordinaire. Et les pays, quand même, les grands pays de notre continent. Et malgré l'initiative publiée, ce que vous payez, ces entreprises-là continuent d'être à la fois juges et parties dans la publication de leurs résultats. Exactement. C'est ce qui s'est passé au Cameroun encore, dans Extractive Industry Initiative, hein, euh, l'initiative de l'industrie extractive, EITI. Bon, écoutez cela, parce que c'est supposé être euh, les pays qui encaissent, les sociétés qui payent et la société civile Qui contrôlent. qui contrôle. Et n'est-ce pas, des sociétés d'audit qui d'avoir tout. Au Cameroun, c'était catastrophe. Pas de transparence. Tout est bloqué. Maintenant, on est suspendu. On risque même la radiation. Donc, c'est cela. La Guinée équatoriale, trouver la voie facile, c'est de sortir carrément du processus. Comme ça, ils n'ont de compte à rendre à personne. Et là, il reste la question des fonds retour concernant l'endettement. Euh, comment ça devient? Parce que c'est quand même quelque chose de terrible d'avoir affaire à des fonds retour quand on est endetté. Oui. Euh, c'est plus du côté asiatique, hein, la Chine et autres. Et dans l'Afrique de l'Est, c'est même pire parce que ils arrivent maintenant à prendre les aéroports, des fois même des stations radio. C'était dans le contrat. Et c'est dur, c'est très dur. Et il faudrait arriver à un niveau où, par pourparler, par arrangement, on puisse mettre ça dans le passé, parce que si vous avez signé, vous avez pris de l'argent et on n'a pas de moyens de démontrer que c'est à base de ça, ça, ça ou ça, mais il y a rien à faire. Mais dans les cas où c'est clair qu'il y a eu une fraude, mais écoute, Est-ce qu'on peut rendre le passage devant la facilité africaine d'accompagnement juridique, est-ce qu'on peut rendre cela obligatoire pour les pays africains? ça va dépendre de l'Union africaine. Et vous savez qu'en 2009, on a sorti le Africa Mining Vision, hein, la vision minière, je pense, pour l'Afrique, euh, qui a donné des principes, qui parlent de l'environnement, et parle de la gouvernance, il parle du fait qu'il faut qu'on puisse tout transformer dans les pays. Il parle de mutualiser les forces dans les régions pour promouvoir le commerce entre les pays africains. Il y a plein de choses comme ça, mais c'est une vision extraordinaire. 2009, où en sommes-nous? Donc la même chose. Le problème est que, est-ce qu'on peut la rendre obligatoire? Je doute. Parce que c'est un problème contractuel entre un pays et un autre. On va voir. C'est un peu comme j'ai été membre du groupe de haut niveau pour l'évaluation dans le MAEP, hein, le mécanisme africain d'évaluation des L'évaluation pairs. par les pairs. Ouais, justement, bah, écoute, j'étais là, j'étais président du panel ou bien du groupe. Et c'était volontaire. Quand j'y étais, on était à 17 pays.
Maintenant, on a intégré ce mécanisme dans l'Union africaine et ça devient quasiment obligatoire. Mais obligatoire à l'Union africaine, ça veut dire, ça veut dire, hein, le Cameroun est membre depuis 2004, Il jamais n'y a jamais eu évalué, d'évaluation. et jamais d'évaluation. Donc, c'est ça, je pense qu'en repensant l'Union africaine, il faut qu'il y ait des conséquences pour les pays et qui freinent sur des sujets qui profitent à leur peuple. Et ce que je ne comprends pas, des choses sur lesquelles euh, l'Union africaine prend des initiatives extraordinaires au bénéfice du peuple sont bloquées par leur gouvernement. Il faudrait qu'il y ait un système qui permet de contourner cela. C'est là qu'il faut réfléchir. Quelle est la conséquence d'un pays, n'est-ce pas, qui fait, qui fait souffrir son peuple? C'est le même problème qui est posé dans le cas des coups d'État salués par les peuples. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours ça. On a ce problème. On partait, on a dit, l'Union, l'organisation de l'Union africaine est un mécanisme entre les gouvernements. On dit l'Union africaine, c'est maintenant une organisation pour les peuples. Mais je pense qu'on est encore là où l'organisation est vraiment prise dans les taux les chefs. Et c'est la bagarre, et rien ne progresse, euh, sauf les conflits concernant les pays les plus faibles et tout ça, mais rien ne progresse. Après la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall a permis de développer l'Europe. L'Asie a réussi son développement sans passer par l'aide publique au développement. L'Afrique est encore dans le cycle de l'aide publique au développement. Mais comment est-ce qu'on peut envisager un réel développement du continent africain alors que tous les mots que nous avons décrits sont encore d'actualité et qu'ils font encore mal à la question du développement africain? Moi, je ne suis pas africaniste. Je pense que tant qu'on tant qu'on ne comprend pas notre interdépendance, tant qu'on ne pousse pas sur des projets comme euh, Free Trade Zone, ou Oui, la zone de libre-échange continentale africaine. des choses comme ça, mouvement, tu vois, des choses comme ça, une monnaie africaine, des choses qui vont nous fédérer plus rapidement, qui nous permet d'avoir un grand marché costaud, qui nous met en meilleure position de négocier. Tant qu'on ne pousse pas sur ces projets, on va avoir des intérêts divergents qui vont être des occasions vraiment opportunistes. Et c'est ce qui nous divise. C'est parce que ce qui est bien, regarde la crise entre les trois pays sahéliens, c'est que ça fait pour l'organisation qui était le plus, sous-régionale qui était le plus admirée. Enfin, La CEDEAO. la CEDEAO, bien sûr. Oui. Ça a secoué cette organisation. Donc je pense qu'il faut que nous réfléchissions et nous comprenions que notre salut reste dans le rêve d'un Nkrumah. Tant qu'on ne repart pas là, Le rêve des États-Unis d'Afrique. oui, justement, ben voilà. Et on peut dire ce qu'on dit de Kadhafi, mais on se rend compte que il était dans le vrai. Il voulait une monnaie africaine. Il a poussé pour la création du Fonds monétaire africain, création de la Banque centrale africaine. Toutes ces choses-là, il a mis en place. Il était prêt. Dans tous les secteurs, il y était. Donc, il était dans le vrai. Et tant que nous ne comprenons pas que notre force est ensemble sur le continent, mais ceux qui pensent que le continent peut être renforcé par une force extérieure se trompent sur le plan. Et je dois exprimer la douleur que je ressentais quand j'étais président du Conseil économique et social de l'Union africaine et je voyais que le siège de l'Union africaine était construit par les Chinois. Quand on est africain, on regarde ça. Ça, c'est l'Afrique, ça. C'est le cœur de l'Afrique. Est-ce qu'on ne pouvait pas sacrifier ce qu'il faut? Vendre quelques jets privés, réduire quelques voyages pour construire le siège de l'Afrique? Quand même. Certains ont dit que l'aide publique ne développe pas, que c'est le commerce équitable qui peut développer. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce développement durable? On parle des ODD, les objectifs de développement durable. On parle de la vision 2063 de l'Union africaine. Qu'est-ce qui aujourd'hui va sauver les Africains et sauver l'Afrique? C'est une politique cohérente. Et ça, c'est le problème avec les gens qui viennent et qui partent. C'est le plus gros problème qu'on a en Afrique. Déjà, si vous regardez l'Afrique en 2004,
avec les Thabo Mbeki, les Obasanjo, le président de l'Égypte, le président d'Algérie, les Méles, euh, tout ce monde-là, il y avait une nouvelle philosophie qui était née avec le NEPAD, avec le MAEP. L'Afrique commence, on a pris les chartes sur la gouvernance, la démocratie et la gouvernance. Des choses Le bougeaient. protocole additionnel. Oui, justement, ben, il y a des choses qui bougeaient. On commence à parler de libre circulation. Donc, et puis ça a changé. Puis ça a changé. Et c'est ça. On a régressé. Et on a régressé avec le changement des gens qui ont leur propre intérêt et ça freine toujours le continent. Donc, qu'on puisse évoluer à un moment où il y a des politiques quasiment automatiques, vous voyez, qui amènent les gens, et comme on peut, le fait que dès qu'il y a coup d'État, vous êtes autrement suspendu, on n'a pas besoin d'un texte, c'est pas mal, ça on peut freiner, mais est-ce que pour autant, on doit laisser des présidents changer leur constitution et ce qu'on appelle maintenant les coups d'État civils? Bon, il y a ces contradictions à gérer. Et, euh, et mon problème, je pense que c'est comment institutionnaliser nos problèmes africains pour que le changement d'homme, n'est-ce pas, ne freine pas ou ne bloque pas l'évolution du continent. C'est ce qu'on a comme problème maintenant. Comment le faire? Les Européens ont réussi à le faire parce qu'ils sont passés par des moyens économiques, parce que si vous avez des intérêts économiques Croisé. croisés, vous faites attention. Vous faites attention. Et c'est même l'outil que la CEDEAO a voulu utiliser contre les pays. C'est l'économie. Donc ça veut dire que si vous avez un système économique croisé, comme vous dites, ou intégré, la politique va suivre parce qu'il y a des exigences politiques. Pour conclure, vous êtes d'accord avec Barack Obama quand il disait ce ne sont pas des hommes forts qu'il faut, ce sont des institutions fortes. Pas vraiment. Je pense que si on reprenait les hommes forts, je ne sais pas ce qu'ils pensent de Trump maintenant. Donc je pense que il faut des institutions fortes. Et il faut des hommes, pas forts, mais des hommes respectueux, n'est-ce pas, des institutions. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas, je ne pense pas, je ne pense pas. Mais il y a des pays où on a montré que les institutions pouvaient défier, n'est-ce pas, ces gens de personnes. En l'occurrence le Sénégal, ce qu'on a vu là-bas. Donc, il y a ça, mais je pense qu'il faut les deux. Des institutions fortes, mais pas des hommes forts, mais des hommes qui respectent les institutions, ce que je pense. Merci beaucoup, Maître Akerimuna. Et merci infiniment de m'avoir invité ici à Abidjan. C'était un grand plaisir. Plaisir partagé. Et merci à vous de nous avoir regardés. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À très bientôt.